Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Objectum. Le calendrier habituel des épisodes a été un petit peu modifié ces derniers temps, avec la publication d'un premier hors-série, avec le chef Éloi Spindler. Vous pouvez toujours découvrir cet épisode sur YouTube et sur Spotify. Je suis Héloïse, commissaire-priseur, et je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode, le 3e de cette 2e saison. Et l'objet qui occupera notre attention est un objet particulier, puisqu'il s'agit d'une œuvre spoliée. Plus précisément, j'ai décidé de dédier un épisode au film Le tableau volé de Pascal Bonitzer. Je vous propose donc dans ce format court de décrypter ce film au regard du droit et aussi au regard de l'histoire proposée par Pascal Bonitzer et interprétée par Léa Drucker, Alex Lutz, Nora Hamzaoui. Les objets sont toujours porteurs d'histoire et porteurs de sens. Ils peuvent traduire la petite histoire, celle du quotidien, des mœurs, mais aussi des périodes bien plus précises de l'histoire avec un grand H. En l'occurrence, je vous invite à vous replonger dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, qui pourra faire écho à l'épisode 2 de la 2e saison sur l'art des poilus, qui lui se concentrait sur un art développé pendant la Première Guerre mondiale. Les objets et les films qui en parlent sont bavards, et je vous invite à rester écouter ce qu'ils ont à nous dire. Avec Le tableau volé, Pascal Bonitzer signe un film remarqué qui cumule déjà plus de 300 000 entrées. Ce qui est certain, c'est que le film a été très suivi par les acteurs du marché de l'art. Pour préparer ce film, le réalisateur et toute son équipe ont été accueillis à Drouot et vivement conseillés par les professionnels de Drouot. Il y a aussi eu une vingtaine d'entretiens réalisés avec des professionnels du secteur pour préparer ce long métrage qui à l'origine devait s'appeler Salle des ventes. C'est lors des entretiens que Pascal Bonitzer a entendu parler de cette anecdote, ou plutôt ce fait divers, qui concernait un tableau volé et retrouvé dans la banlieue de Mulhouse dans les années 2000. Cette histoire l'a intéressé, et c'est ainsi que le tableau volé est né. Au cœur de l'intrigue se trouve donc une œuvre spoliée. Je vous invite à décrypter ensemble ce film. Pour décrypter le film, je vous propose plusieurs angles d'attaque. Et tout d'abord, le marché de l'art et ses enjeux représentés au cinéma. À mon sens, on est face à une représentation en demi-teinte, qui allie à la fois les traditions et les idées reçues. Donc dans Le tableau volé, André Masson, interprété avec beaucoup de crédibilité par Alex Lutz, est un commissaire-priseur cynique et désabusé. Il exerce au sein de la maison de vente Scotties. Par le nom, vous l'aurez reconnu, une allusion aux grandes maisons de vente anglo-saxonnes de la place parisienne. Le décor est donc planté et assumé avec une salle des ventes dans laquelle toutes les adjudications se comptent en millions. Une vision que je trouve réductrice des salles des ventes aux enchères et qui donne parfois une image erronée et élitiste au grand public, puisque ça invisibilise une grande partie de la réalité du paysage français qui est riche de près de 450 maisons de vente. Et quand on creuse le sujet, on s'aperçoit que lorsqu'il s'agit de vente aux enchères, le décor choisi par les réalisateurs n'est que très rarement celui d'une salle des ventes régionale, où tableaux de maîtres, artistes de renom, ménagères en métal argenté et services en porcelaine se côtoient dans un décor authentique qui reflète le quotidien du métier et la variété des intérieurs aventuriers. Encore dernièrement, il y avait le film Coup de chance de Woody Allen, dans lequel la protagoniste est assistante de commissaire-priseur au sein d'Arcurial, l'un des membres du trio de tête des salles des ventes françaises. Souvent également, on remarque que sont avant tout dépeints des commissaires-priseurs hommes d'une 50aine d'années, et la figure féminine reçoit plutôt le rôle de la jeune stagiaire amourachée de son patron. Alors, avis aux réalisateurs et aux réalisatrices, il ne tient qu'à vous de mettre en scène nos salles des ventes régionales, de présenter au marteau des femmes commissaires-priseurs. Et sur ce point, Pascal Bonitzer nous offre un personnage touchant et passionné, interprété par Léa Drucker dans le film. En revanche, je trouve que la manière de présenter les intrigues autour d'une œuvre spoliée est mieux abordée dans le film de Pascal Bonitzer et nous offre une version française crédible des intrigues autour des œuvres justement qui ont été spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que la spoliation, si on veut revenir dessus, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a accompagné la violence de la mort physique des personnes de confession juive qui avaient été orchestrées notamment par la solution finale, pensée et décidée lors de la conférence de Wannsee en 1942. Donc cette spoliation, elle revêt toute la violence de la mise à mort sociale des individus et de leur déshumanisation. Et dans des états de droit où notamment le droit de propriété est sacralisé, comme au sein de l'article 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen en France, eh bien la spoliation systématique des biens s'est avérée être un rouage parfois trop méconnu
de la machine infernale bâtie par le Troisième Reich. Et effectivement, si les films et la presse explorent souvent les spoliations artistiques d'œuvres d'art, il ne faut pas oublier que les habitations ont été intégralement pillées par l'occupant, avec la pleine complicité des services français, rappelons-le. À Paris, ce sont près de 38 000 appartements qui ont été vidés de leur contenu, 80 000 habitations sur l'ensemble du territoire. Et quand je parle de spoliation, c'est une spoliation systématique des objets les plus quotidiens et les plus utilitaires, à savoir la vaisselle, le linge de maison, les ampoules électriques, les couverts. Ils ont tous été également victimes de ces spoliations, revêtant une force symbolique aussi cruelle qu'assumée. Pour donner quelques chiffres, ce sont près de 100 000 biens culturels spoliés pendant l'occupation, 5 millions de livres, aux côtés bien sûr du mobilier courant que je viens d'évoquer, et ce sans compter les arianisations de comptes bancaires et de fonds de commerce. Là encore, le film est concentré sur une spoliation dite artistique. Sujet central du film, autour duquel gravitent tous les personnages, le tableau volé fait écho à d'autres productions au cinéma, à commencer par Monuments Men, sorti en 2014, qui néanmoins offrait une vision hollywoodienne du sujet, avec une Rose Valland glamourisée au possible et éloignée de la réalité. Pour coller davantage à cette illustre personnalité historique, je vous conseille plutôt le documentaire de Brigitte Chevet, L'espionne au tableau, Rose Valland face au pillage nazi. Au cinéma, un an après Monuments Men, c'est La femme au tableau qui retrace le parcours de Maria Altmann, après la guerre dans une quête à la restitution des œuvres de Gustav Klimt, volées à sa famille par le régime nazi. Donc en choisissant cette thématique, Pascal Bonitzer nous offre à mon sens un traitement du sujet plus authentique et moins romanesque. Et en termes juridiques, j'ai trouvé le film très intéressant, et il met en valeur le statut trouble de l'œuvre spoliée. Les tournesols d'Egon Schiele sont effectivement les personnages principaux du film. Et pour le traitement du sujet, le choix d'une maison de vente de renommée internationale est ici judicieux, notamment pour traiter du sujet des spoliations. Dans la réalité, Christie's comme Sotheby's possèdent effectivement des départements dédiés aux restitutions d'œuvres d'art, qui celles-ci se soldent souvent par des transactions orchestrées par des avocats, tels qu'on le voit dans le film Le tableau volé. Et pour revenir sur son histoire, l'œuvre dans le film a été volée à un collectionneur et mécène de l'artiste, notamment car l'œuvre était catégorisée d'art dégénéré. Là encore, le réalisateur soulève un point historique important. L'exposition Entartete Kunst, art dégénéré, a ouvert ses portes le 19 juillet 1937. L'idée, si l'on devait la résumer, était de se servir de l'art comme propagande, et ainsi de ne valoriser et ne conserver que les œuvres répondant à l'idéal prôné par le régime nazi. Ont donc été exclues et libellées comme telles les œuvres d'art moderne, principalement, qui entachaient la vision de l'Allemagne et de l'humanité prônée par le régime. Toutes ces œuvres ont donc systématiquement été détruites ou spoliées. Elles ont également pu servir de monnaie d'échange contre des œuvres d'art classiques et flamands qu'Hitler et Göring appréciaient particulièrement et choisissaient afin d'enrichir leur propre collection et celle du musée projeté par Hitler à Linz. Par ailleurs, une vente aux enchères de plus de 125 œuvres dites d'art dégénéré avait été organisée à Lucerne le 30 juin 1939. Au cœur du tableau volé est donc mis en scène un chef-d'œuvre artistique, ennemi du régime, et emblématique de cet art labellisé de dégénéré. Quant à la problématique même de la spoliation, Martin, le détenteur de la toile, résume parfaitement dans le film la situation en ces termes. Pas le droit de le garder, pas le droit de le vendre. Un entre-deux révélateur du droit fluctuant, voire insatisfaisant dans les faits sur ce sujet sensible. Effectivement, le droit est tel que les héritiers d'une œuvre d'art spoliée et les acquéreurs successifs sont, d'après une ordonnance du 21 avril 1945, déclarés comme étant par principe possesseurs de mauvaise foi, l'œuvre pouvant ainsi être restituée de plein droit aux ayants droit des personnes spoliées, et la vente forcée pouvant être annulée. Cela explique donc le mécanisme à l'œuvre dans le film, mécanisme le plus souvent mis en place, celui de la médiation et de la transaction privée, négociée par les parties intéressées et leurs avocats. Et dans le film, le propriétaire actuel de l'œuvre d'Egon Schiele se voit proposer d'être considéré comme le 10e héritier du marchand spolié aux côtés de ses 9 descendants, pour ainsi toucher 1/10 du prix de vente. Une proposition représentative de l'état du droit qui apparaît encore fluctuant et décrié en pratique lorsqu'il s'agit de restitution d'œuvres spoliées, et qui conduit parfois à des applications in concreto, variant selon les cas et schémas familiaux. Notons néanmoins l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi le 22 juillet 2023, visant entre autres à simplifier la restitution des œuvres spoliées entre 1933, entrée au pouvoir d'Hitler, et 1945. Cette loi a notamment été pensée pour prévoir une exception au principe d'inaliénabilité des œuvres des collections publiques,
assurant la possibilité de restituer une œuvre spoliée présente dans une collection publique après examen de la CIVS, Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation. La loi prévoit aussi l'admission d'autres mécanismes compensateurs, comme la transaction financière telle qu'on la voit mise en œuvre dans le film pour une œuvre conservée en main privée. Le film aborde aussi le quotidien des commissaires-priseurs et on peut ainsi démêler le vrai du faux. Dans le film, rapport de conditions, négociation des conditions de la vente avec le vendeur, offre d'achat de gré à gré, on voit qu'il est étonnant de constater au cinéma des mécanismes contractuels si bien exposés. La rigueur du commissaire-priseur est quant à elle également intelligemment mise en œuvre. On retient ainsi le réflexe d'André Masson de demander à la famille en possession du tableau d'Egon Schiele le maximum d'informations et de documents concernant l'œuvre. C'est en insistant pour consulter ces 10 documents que le commissaire-priseur établit et confirme le statut d'œuvre spoliée, volée par le régime nazi aux collectionneurs et mécènes de l'artiste, et offerte, pratique répandue, à un dignitaire du parti membre de la police de sécurité. Néanmoins, on peut déplorer une vision cynique du métier, mais qui celle-ci est assumée avec humour. Le tableau volé, effectivement, est aussi l'histoire d'Aurore, stagiaire d'André Masson, et ce dernier ne manque pas de lui exposer sa vision du métier en prodiguant des conseils plus ou moins discutables. Il lui explique notamment que si elle souhaite exercer ce métier, il faut qu'elle soit prête à tapiner et faire la pute, insistant sur le fait qu'il faille jouer un rôle et faire semblant. Ce ne sont pas les expressions les plus heureuses pour considérer la casquette certes centrale de commercial et de négociateur que doit pouvoir revêtir le commissaire-priseur. Je ne rejoins pas non plus l'idée de devoir jouer un rôle. Le métier appelle plutôt à une adaptabilité sans faille et à une intelligence sociale, qui ne suppose pas forcément de devoir trahir sa propre personnalité ni ses valeurs, malgré la concurrence accrue sur le terrain pour décrocher les beaux dossiers. Le personnage d'Aurore est par ailleurs intéressant car, comme en témoigne Pascal Bonitzer en interview, c'est elle qui permet de faire le lien pour accéder au milieu apparaissant comme fermé des enchères. Mais de manière générale, le réalisateur assume d'avoir dépeint certains de ses personnages avec cynisme pour exprimer les rapports d'ego et de force présents sur le marché de l'art. Donc, quitte à retenir des conseils prodigués par André Masson à sa stagiaire dans le film, je préfère la phrase « Dans ce milieu, on ne fait pas la gueule, on sourit ». Premier conseil qui m'avait également été donné par ma maître de stage lorsque j'avais 15 ans à Drouot. Lors d'un après-midi plus calme, André Masson invite également sa stagiaire à aller se faire l'œil chez Drouot. Alors on aurait préféré qu'il dise à Drouot, mais cette expression de se faire l'œil est la plus précieuse et la plus récurrente lorsque l'on s'adresse à de futurs prétendants à la profession. Et en parlant de Drouot, les scènes qui y sont filmées sont appréciables lorsque l'on connaît bien ce lieu. Vente de spécialités, prix raisonnable versus bataille d'enchères, essayage improvisé au milieu d'une salle d'exposition, maniement des objets exposés. L'ambiance y est pour le plus grand bonheur des habitués, et l'on reconnaît même parmi les figurants des têtes bien connues de l'établissement du 9e arrondissement. En somme, le film décrypte à mon sens de manière pertinente les rouages du métier en mettant en scène de véritables mécanismes juridiques et aménagements contractuels, légalement prévus par les textes. Des mécanismes généraux, mais aussi des mécanismes plus spécifiques face ici à une œuvre spoliée. Les protagonistes sont attachants, merveilleusement interprétés, et les aspects caricaturaux de leur personnalité sont traités avec un humour assumé. Le ton grinçant du film est donc à prendre avec du recul lorsque l'on connaît le marché de l'art et sa réalité. J'attends néanmoins avec impatience un film capable de mettre en scène l'authenticité des salles des ventes régionales et de choisir pour protagonistes des commissaires-priseurs au profil renouvelé et détaché de l'image communément acceptée dans les esprits du quinquagénaire stratège et cupide. Vous l'aurez remarqué, cet épisode était un peu particulier, il s'inscrit dans la lignée des autres, mais ici, l'objet étudié était une œuvre spoliée qui a été mise en scène au cinéma, à savoir la toile Les Tournesols, peinte par Egon Schiele d'après Van Gogh. Pas d'analyse de cote donc dans cet épisode, ni même d'analyse technique des matériaux, mais on se retrouve bientôt pour un prochain épisode qui embrassera à nouveau le format habituel. J'espère que cet épisode sur le tableau volé vous aura donné envie de découvrir ce film qui est toujours en salle. Je rappelle également que le premier hors-série avec le chef Éloi Spindler, qui dure une 40aine de minutes, est disponible sur les plateformes d'écoute. Nous y abordons les sujets du zéro déchet et de la seconde main, du management et de l'identité visuelle. Si vous souhaitez découvrir un autre podcast, je vous conseille le podcast Art au féminin. Animé par Aldia, il présente les univers et les parcours de femmes artistes, et j'ai eu la chance d'être invitée pour un hors-série de ce podcast, une discussion d'1 heure et demie dans laquelle je présente mon métier et ses enjeux. Vous
pouvez donc retrouver Art au féminin sur toutes les plateformes d'écoute pour y découvrir cet épisode hors série. On se retrouve bientôt dans Objectum. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, le commenter et le partager. Et d'ici là, n'hésitez pas à écouter ou réécouter les épisodes déjà disponibles sur Spotify ou sur la chaîne YouTube Objectum Commissaire-Priseur. Et pour échanger de manière plus directe, je vous invite à suivre et partager le compte Instagram objectum.cp.